Yannick Noder. Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure générale, mes chers collègues, nous voici donc dans cet hémicycle pour étudier en deuxième lecture un PLFSS qui, après un court séjour à l'Assemblée nationale, nous revient du Sénat. Pour rappel, durant son examen ici même il y a quelques semaines, les Républicains, nous n'avons cessé avec mon collègue Thibault Bazin de dénoncer plusieurs choses. D'abord, un PLFSS qui manquait d'ambition, incapable de rétablir l'équilibre des comptes publics. Dans le PLFSS 2023, le déficit en 2026 était de moins 14 milliards. Dans le PLFSS 2024, il est de moins 18,7 milliards, soit 4,7 milliards de plus en 2026. Nous dénoncions également une grande absence de la politique familiale, alors même que la natalité n'a jamais été aussi basse, et ce depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avions également pointé du doigt une branche autonomie toujours sous-financée ou encore un Ondam insincère et sous-évalué qui ne permettra pas de régler la crise de l'hôpital ni le financement de nos EHPAD. Par ailleurs, nous restons très vigilants malgré les avancées du Sénat sur l'augmentation des franchises, exclues pour l'instant, ainsi que la ponction ou plutôt la non-ponction de l'Agirc-Arrco pour payer ce que l'État ne veut pas payer, c'est-à-dire notamment la revalorisation des petites retraites. Un sous-amendement fera tout à l'heure l'objet de notre vigilance et j'espère sincèrement que le gouvernement y sera sensible. Je parle d'avancées parce que oui, le Sénat nous a permis de quelques avancées pour lesquelles les députés, les Républicains, nous étions également battus ici même. Tout d'abord, des messages clairs envoyés concernant les grands équilibres du texte, en rejetant la trajectoire financière proposée par le gouvernement jusqu'en 2027, qui marque une aggravation du déficit, en rejetant l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie pour 2024, ou encore en supprimant la disposition prévoyant une contribution de l'Agirc-Arrco au titre de la solidarité au sein du système de retraite, ou encore un transfert de 2 milliards d'euros de taxes sur les salaires de la branche maladie vers la branche famille. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour notre politique familiale. Encore faudra-t-il la conserver et s'en saisir. Comme nous, les sénateurs ont également démontré un pragmatisme quant aux mesures contre la pénurie des médicaments, en assouplissant les conditions d'exécution des préparations hospitalières et officinales pour maintenir la disponibilité des médicaments en tension et en supprimant l'obligation de délivrance à l'unité des médicaments, compte tenu de son caractère inopérant dans la grande majorité des cas de rupture. On pourrait également citer d'autres victoires, telles que l'incitation des patients à honorer leurs rendez-vous médicaux par la mise en place d'une taxe lapin. J'avais moi-même déposé cette mesure en commission. Nous dénonçons également toujours une réforme en trompe-l'œil sur l'hôpital, une réforme de la T2A sans réelle étude d'impact satisfaisante. Une trajectoire de financement qui n'est pas suffisamment objectivée, mais surtout une vision peu rassurante pour nos établissements qui ont besoin de stabilité. Je me réjouis en revanche que le Sénat ait reporté au 1er janvier 2028, après 3 années d'expérimentation, la réforme du financement du champ médecine-chirurgie obstétrique. Par ailleurs, nous regrettons toujours que la lutte contre la fraude ne se donne pas tous les moyens pour être la plus efficiente de ce PLFSS. Pour rappel, la fraude sociale avait été estimée par Gabriel Attal à 8 milliards d'euros par an. Je rappelle aussi que les Français de bonne foi en ont marre, excusez-moi l'expression, de payer pour ceux qui fraudent. De plus, nous regrettons toujours un manque d'ambition pour le grand âge ou encore pour les soins palliatifs dans ce PLFSS. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Pour rappel, à partir d'un rapport de la Cour des comptes, on peut estimer les besoins de financement des soins palliatifs à près de 1,6 milliard d'euros, bien loin de ce qui est programmé dans ce PLFSS actuel. Enfin, je vous dis aussi que les Républicains, nous ne baisserons pas les bras et nous resterons très engagés auprès de nos professionnels de santé et nos paramédicaux qui maillent notre territoire et assurent l'accès aux soins des Français. Ils sont le nerf de la guerre mais subissent une inflation record alors qu'ils sont la source de la réussite du virage ambulatoire et du virage domiciliaire. Mais face à leur cri de colère, il leur a d'abord été proposé une revalorisation dérisoire qui d'ailleurs n'était pas pour tous. Mais voilà que ce PLFSS souhaite mettre à mal les négociations conventionnelles. Enfin, j'attire tout particulièrement votre attention ce jour sur un des amendements que le gouvernement a bien voulu intégrer dans le texte suite à la 49.3 et que le Sénat a également conservé. Il s'agissait d'un amendement que nous avions déposé pour
que la campagne de vaccination des collégiens contre le papillomavirus prévue dans le PLFSS soit étendue aux établissements médico-sociaux accueillant des enfants en situation de handicap. Aussi, collectivement, réjouissons-nous que les enfants en situation de handicap qui ne sont pas scolarisés en milieu ordinaire puissent désormais bénéficier de cette campagne de vaccination. Mais si j'insiste sur ce point, c'est parce que cette journée, ça a été dit par d'autres collègues, dont le rapporteur général, en cette journée du 23 novembre 2023, cette journée est dédiée aux personnes en situation de handicap, trop souvent marginalisées, oubliées. Oui, car la France participe aujourd'hui à la 6e édition du Duodef, visant à favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap dans le monde du travail et à lutter contre les préjugés. C'est pourquoi j'ai aujourd'hui avec moi à l'Assemblée nationale un jeune Isérois de ma circonscription, Émeric, qui assiste actuellement à notre débat depuis les balcons de cet hémicycle. Je vous remercie.